Je m'appelle Amber Sanchez et il y a 20 minutes, j'ai apposé ma signature sur les papiers qui mettaient fin à 15 ans de mariage. Assise dans ma Honda, ma main tremble encore tandis que je contemple l'acte de divorce à travers la vitre striée de pluie. Jérémy garde la maison, je gagne ma liberté. Un échange équitable, j'imagine. Le bureau de l'avocat empeste le café froid et les promesses rompues. Tout le monde parle à voix basse comme si quelqu'un était mort. Peut-être que c'est le cas. La femme que j'étais a définitivement disparu. Madame Sanchez, vous devrez mettre à jour votre adresse auprès de la banque. Désormais, Madame Personne. Le nom Mademoiselle Sanchez sonne étranger sur ma langue. Mon appartement en centre-ville n'est rien de plus qu'une boîte, 4 murs blancs, une kitchenette où l'on peut tenir à deux à condition d'être proche et une vue sur le parking. Je laisse tomber mes valises sur le parquet et me demande ce que je suis en train de faire. Le silence est assourdissant. Pas de Jérémy qui hurle devant la télé, pas de lave-vaisselle qui ronronne, juste moi et l'écho de mes pas. Je déballe mon arc à poulies en premier. Certaines choses sont plus importantes que les meubles. Le stand de tir de Heartland Archery est devenu ma deuxième maison. J'ai 12 élèves maintenant, contre 30 le mois dernier. Les nouvelles vont vite à Omaha. Une coach divorcée, ça sent le drame, apparemment. Garde ta traction stable, Cathy. Je corrige la posture de l'adolescente, ma voix plus sèche que je ne le voudrais. Ça va, coach Amber? Cathy a 14 ans et elle voit tout. Placement parfait aujourd'hui. Concentre-toi là-dessus. Mais je ne suis pas concentrée. Mes flèches s'éparpillent en parpillent sur la cible, tout comme mes pensées. 3 mois après avoir quitté mon ancienne vie, j'ai toujours l'impression de tirer les yeux bandés. Les jeunes se fichent de mes problèmes personnels. Ils veulent atteindre le 1000 et intégrer l'équipe de l'université. Des objectifs simples. Je les envie. Coach m'accorde ses filoches. Apporte-la chez Harper Sporting Goods demain. Sauf que Harper a pris sa retraite la semaine dernière. Zut, après l'entraînement, je me retrouve assise dans ma voiture, moteur éteint, radio silencieuse. La pluie se remet à tomber, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. Je dois trouver de nouvelles cordes pour la moitié des arcs de mes élèves et l'archerie la plus proche est à 40 minutes. À moins que j'essaie ce nouvel endroit sur Dodge Street. La voie du GPS me guide à travers le centre-ville jusqu'à une étroite devanture coincée entre un café et une friperie. Précision archerie, lit-on sur une enseigne peinte à la main. À travers la vitrine, j'aperçois des rangées d'arcs étincelants et une femme penchée sur un établi. La cloche teinte quand j'entre. J'arrive tout de suite. Sa voix a une pointe de raucité comme si elle avait passé la journée à parler au bois. Je parcours les vitrines du regard. Empennage personnalisé, flèches artisanales, arc à poulies qui coûtent encore de plus cher que mon loyer. On est loin de l'équipement de série de chez Harper. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Faire pour vous? Je me retourne et manque de faire tomber mes clés. Elle mesure peut-être 1,70 m, des cheveux blonds retenus en un chignon désordonné, de la sueur sur sa chemise en jean et les yeux les plus bleus que j'ai jamais vus. Des mains de travailleuse, une posture assurée. J'aurais besoin de cordes d'arc, 7 ou 8 peut-être. Pour quelle puissance et quelle longueur? J'énumère les spécifications tandis qu'elle hoche la tête, sortant du matériel de tiroir bien organisé derrière le comptoir. Vous êtes coach? Vous êtes coach? Demande-t-elle en mesurant le fil. L'équipe du lycée local? Enfin, j'essaie. D'essayer de coacher ou d'essayer de maintenir l'équipe à flot? Femme intelligente. Les deux, je suppose. Elle sourit et quelque chose bouge dans ma poitrine. Je suis Ren Baker, c'est moi qui fabrique la plupart de ce que vous voyez ici. Amber Sanchez. Donnez-moi 21 minutes pour ces cordes. Amber, le café d'à côté fait un expresso correct si vous voulez patienter. Je devrais partir, revenir plus tard. Au lieu de ça, je m'entends dire: ça vous dérange si je regarde? Je n'ai jamais vu fabriquer de cordes sur mesure. Son sourire s'élargit. Prenez ce tabouret, mais je vous préviens, je suis bavarde quand je travaille. Les mains de Vren se meuvent avec une précision experte, enroulant des brins de dacron en spirale parfaite. Elle m'explique les ratios de tension et les techniques de service. Et je me surprends à regarder ses doigts plus que le processus lui-même. Ça fait longtemps que vous coachez? Demande-t-elle. 15 ans. J'ai commencé juste après l'université. Vous aimez ça? La question me prend par surprise. Avant, oui. Elle lève les yeux de son gabarit. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Mon mariage, ma confiance en moi, toute ma foutue vie. Une année compliquée. Reine hoche la tête comme si elle comprenait le mot compliqué.
Le tir à l'arc est honnête, on tire, on vise, on relâche, on ne peut pas simuler une bonne posture, j'aimerais que la vie fonctionne comme ça. Parfois, c'est le cas. Elle teste la tension de la corde. Parfois, il faut bander l'arc avant de pouvoir aller de l'avant. Quelque chose dans le ton de sa voix me fait relever la tête. Nos regards se croisent un instant de trop. Celle-ci devrait donc vous convenir, dit-elle en me tendant une liasse de cordes bien finie. Je paye en espèces, nos doigts se frôlent pendant l'échange. Merci, elles ont l'air parfaites. Satisfaction garantie. Si vous avez le moindre problème, rapportez-les. Le ferai-je? Probablement pas. Je devrais trouver des raisons d'éviter cet endroit et la façon dont Wayne Baker me fait oublier que je suis censée reconstruire ma vie, seule. Mais en marchant vers ma voiture, je planifie déjà ma prochaine visite. Les cordes fonctionnent à la perfection. Trop bien, en fait. Mes élèves atteignent leur cible avec une précision mortelle pendant 3 semaines consécutives, ce qui ne me donne aucune excuse pour retourner chez Précision Archerie. Mais j'en invente une quand même. J'ai besoin d'un nouveau viseur pour Katie Morrison, me dis-je en conduisant vers le centre-ville. Son équipement devient trop petit pour elle. Un mensonge éhonté. Le viseur de Katie est très bien. La cloche de la boutique annonce mon arrivée avec le même tintement de cuivre. Reine lève les yeux d'un arc qu'elle est en train d'équilibrer, son visage s'illuminant d'un sourire qui provoque une drôle de sensation dans mon ventre. Amber. Alors, ces cordes, ça donc magique. En fait, c'est pour ça que je suis là. Je me lance dans mon explication répétée sur les besoins de Cathy, observant les mains de Reine tandis qu'elle met ses outils de côté. Faites-la passer, je l'ajusterai correctement plutôt que de deviner les mesures. Zut, une réponse logique que je n'avais pas prévue. Ou alors, continue-t-elle, vous pourriez me décrire son allonge et son œil directeur et je vous ferai des recommandations basées pas là-dessus. Ses yeux bleus soutiennent mon regard comme si elle savait que je cherchais un prétexte pour être ici. Ce regard entendu devrait me gêner, mais ce n'est pas le cas. Ça vous dérange si je jette un œil pendant que vous finissez cette arc? Servez-vous. Attention, je risque de vous questionner sur vos techniques de coaching. La boutique semble différente cette fois, plus chaleureuse. Je fais courir mes doigts le long des branches lisses d'un arc classique, admirant le grain du bois que Vren a façonné à la main. C'est mon projet en cours, dit-elle depuis son établi. Oranger des osages et érable, conception traditionnelle, mais avec des matériaux modernes. Il est magnifique. Et je le pense, l'arc est une œuvre d'art équilibrée et d'une élégance mortelle. Voulez-vous essayer la puissance? Avant que je puisse protester, Reine est à côté de moi, décrochant l'arc de son support. Elle s'approche plus que nécessaire, ajustant ma prise sur la poignée. Détendez la main d'arc, laissez la poignée reposer dans le creux entre votre pouce et votre index. Sa voix se fait plus basse, professionnelle, mais intime. Je suis ses instructions, hyper consciente de sa proximité. Elle sent les copeaux de bois et quelque chose de floral. Maintenant, bandez l'arc lentement. Sentez comme la puissance monte? Je tire la corde, la mémoire musculaire prenant le dessus. L'arc se courbe avec grâce, emmagasinant l'énergie, mais je suis distraite par la main de Reine posée légèrement sur mon épaule, stabilisant ma posture. 42 livres, murmure-t-elle près de mon oreille. Parfait pour votre gabarit. Je devrais relâcher la corde, m'éloigner, créer de la distance. Au lieu de cela, je maintiens la traction, suspendue dans cet instant, le souffle de Reine chaud contre mon cou. Combien de temps pouvez-vous tenir? Assez longtemps. Impressionnant. Je ramène la corde avec précaution et elle recule. Le vide soudain entre nous me semble glacial. Vous avez une excellente posture. Formation classique? Programme de tir à l'arc de l'Université d'État. J'avais une bourse. Ça explique la précision. Elle repose l'arc sur son support. La plupart des coachs que je rencontre sont autodidactes. Ils développent de mauvaises habitudes qu'ils transmettent. Vous rencontrez beaucoup de coachs? Peu. La plupart achètent leur équipement de série en ligne de nos jours. Elle hausse les épaules. Moins cher, plus rapide, mais pas meilleur. Certainement pas meilleur. Vren prend un autre arc, plus petit et plus délicat. Le travail sur mesure, c'est comprendre l'archer, pas seulement honorer une commande. Elle démontre l'équilibre de l'arc, ses mouvements fluides et experts. Je me surprends à étudier le jeu des muscles de ses avant-bras, la manière assurée dont elle manipule chaque pièce. Comment avez-vous appris à fabriquer des arcs?
Mon grand-père, un artisan de la vieille école qui croyait que les outils devaient survivre à leur créateur. Son expression s'adoucit. J'ai passé mes étés dans son atelier à apprendre à lire le grain du bois et à respecter le processus. Il vous a bien appris. Il m'a appris la patience. Le reste est venu avec l'expérience. Ren met l'arc de côté et se dirige vers une vitrine remplie de flèches. Des empennages personnalisés de dizaines de couleurs, chaque fut parfaitement droit. Elles sont superbes, dis-je en me penchant pour examiner les motifs complexes des plumes. L'empennage, c'est ma partie préférée, de l'art fonctionnel. Elle ouvre la vitrine et sort une flèche avec des plumes vert foncé et or. La finition est incroyable, chaque plume placée avec une précision microscopique. Plume de dinde traditionnelle, la technique de mon grand-père. Nos mains se rencontrent alors qu'elle me passe la flèche, ses doigts s'attardant contre les miens. Le contact envoie une décharge électrique le long de mon bras et je retiens mon souffle. Désolée, dit-elle sans s'éloigner. Ne le soyez pas. Nous restons proches, la flèche entre nous comme un pont. Ses yeux bleus scrutent que mon visage et je me demande ce qu'elle y voit. De la confusion probablement, de l'intérêt certainement. Amber? Oui? Voudriez-vous essayer quelques arcs sur mon stand de tir privé demain soir? La question flotte entre nous, chargée de possibilités. J'aimerais beaucoup. Bien. Elle recule, de nouveau professionnelle. Apportez les flèches avec lesquelles vous êtes à l'aise ou utilisez les miennes. Je paye pour un viseur dont je n'ai pas vraiment besoin et je rejoins ma voiture, les jambes flageolantes. Demain soir ressemble à une promesse et à un risque tout à la fois. En rentrant chez moi à travers Omaha, je me surprends à sourire sans raison, l'invitation de Ren Baker résonnant encore dans mon esprit. Peut-être que je suis enfin prête à viser quelque chose de nouveau. Je change de tenue 3 fois avant de me rendre au stand de tir privé de Rennes. Un jean semble trop décontracté, un pantalon de ville trop habillé. Je finis par opter pour un jean foncé et un pull ajusté qui ne crie pas. Je ne sais absolument pas ce que je fais. L'adresse me mène à une grange aménagée à 20 minutes d'Omaha. La lumière de l'heure dorée filtre à travers de hautes fenêtres alors que je me gare à côté du pick-up de Rennes. Elle sort de la grange, vêtue d'un jean délavé et d'une chemise en flanelle parfaitement à sa place dans ce décor rural. Timing parfait, lance-t-elle. La lumière est idéale pour t'y tirer. À l'intérieur, la grange abrite un stand de tir professionnel avec des cibles à différentes distances. Des ballots de paille tapissent les murs pour la sécurité et des ventilateurs de plafond brasent l'air vif de l'automne. C'est à la fois impressionnant et intime. C'est incroyable, Reine. La propriété de mon grand-père, je l'ai aménagée après son décès. Elle passe la main sur un banc en bois chargé de différents arcs. Il me fallait un espace pour tester correctement mon travail. Je la regarde se déplacer avec une aisance familière, choisissant des flèches et vérifiant l'équipement. Il y a quelque chose de magnétique dans sa confiance, dans la façon dont elle habite complètement son environnement. Essayez celui-ci d'abord. Elle me tend un arc classique, plus léger que le modèle de la veille. Quelle est la différence? Un cycle d'armement plus doux? Une récupération plus rapide? Elle fait une démonstration, bandant l'arc pour montrer son action. Je l'ai conçu spécifiquement pour le coaching, pour privilégier la précision sur la puissance. J'encoche une flèche et me mets en position. L'arc semble vivant dans mes mains, réactif et impatient. 30 mètres pour commencer, suggère Ren, debout à côté de moi. Je bande l'arc, trouvant mon point d'ancrage. La corde se place parfaitement sous mon menton, la visée est claire. Mais alors que je vise, Ren se rapproche, soi-disant pour vérifier ma posture. Détendez vos épaules, murmure-t-elle. Sa main touche légèrement mon dos, ajustant ma position. Le contact brise complètement ma concentration. Mieux, maintenant, suivez le mouvement, fluide et droit. Je lâche. La flèche part de travers, manquant la cible de près d'un mètre. Intéressant, dit Ren sans jugement. Réessayons. D'habitude, je suis plus précise. Vous réfléchissez trop, Elle se place derrière moi pour le tir suivant, ses mains effleurant mes épaules sans tout à fait les toucher. Sentez l'arc au lieu de le combattre. Faites confiance à votre instinct. Cette fois, je ferme brièvement les yeux avant de viser, essayant de me recentrer, mais la proximité de Rennes rend la concentration impossible. Sa chaleur irradie contre mon dos. La deuxième flèche atteint le cercle extérieur de la cible, bien mieux. L'arc vous apprécie. Vraiment?
Absolument. Elle se place face à moi, plus près que nécessaire. Voulez-vous essayer quelque chose de différent? Avant que je puisse répondre, elle choisit un arc à poulie avec des viseurs modernes et tout un tas de réglages. La technologie contre la tradition, explique-t-elle en me tendant l'arc. Voyez lequel vous semble le plus naturel. L'arc à poulie est ouais, plus lourd, plus complexe. J'ai du mal avec les broches du viseur et le décocheur tandis que Ren observe patiemment. Attendez, laissez-moi vous aider. Cette fois, elle n'hésite pas à me toucher. Ses mains recouvrent les miennes sur l'arc, guidant ma prise. Son corps se presse légèrement contre mon flanc alors qu'elle me montre le bon alignement. Vous voyez comment la broche s'aligne? J'acquiesce, mais je ne regarde pas la cible. J'observe la courbe de son cou, la façon dont des mèches blondes s'échappent de sa queue de cheval. Elle sent la vanille et l'assure. Amber? Désolée, je me concentre. Sur la cible, j'espère. Son sourire suggère qu'elle sait exactement où mon attention s'est égarée. Soudain, l'arc à poulie semble stable dans mes mains. Je le bande, le mécanisme s'engageant en douceur. À travers le viseur, la cible apparaît clairement définie. Mais lorsque j'actionne le décocheur, ma main tremble légèrement. La flèche se plante en plein dans le mille. Mince, souffle Ren. C'était magnifique. Je baisse l'arc, surprise par ma propre précision. Un coup de chance. Il n'y a rien de chanceux dans une posture parfaite. Elle récupère les deux flèches pendant que j'essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Apparemment, vous tirez mieux quand vous êtes détendu. Nous passons l'heure suivante à tester différents arcs. Vren explique les nuances de chaque modèle tandis que je peine à maintenir un intérêt professionnel. Chaque ajustement qu'elle apporte à ma posture envoie une décharge électrique à travers mon système nerveux. Le dernier, dit-elle, alors que la lumière commence à décliner, celui-ci est spécial. L'arc qu'elle me tend est différent des autres. Plus épuré, plus artistique, le grain du bois ondule comme de l'eau, des tourbillons sombres éclairs s'y mêlant. Celui-ci, je l'ai fait pour moi, avoue-t-elle. Je me demandais ce qu'il donnerait dans d'autres mains. Vous êtes sûr de vouloir que je tire avec votre arc personnel? J'en suis sûre. L'arc se bande comme de la soie, puissant mais sans effort. En pleine allonge, il semble être une extension de mon propre corps. Le poids parfait pour vous, 40 livres, exactement. Comment le saviez-vous? Un coup de chance. Mais ce n'était pas de la chance. D'une manière ou d'une autre, Ren a compris mes capacités avant même que je ne les démontre. Cette prise de conscience me fait la regarder différemment. Je vise la cible à 30 mètres, me calant dans la séquence de tir. Bandeur, ancré, visé, lâché. La flèche frappe le mille avec un bruit sourd et satisfaisant. Magnifique, dit doucement Ren. Quand je me retourne pour répondre, elle est très proche. Assez proche pour que je puisse voir des éclats dorés dans ses yeux bleus. Assez proche pour qu'un pas en avant mette nos corps en contact. Vren, en bas. Aucune de nous ne recule. La grange s'est assombrie autour de nous, le coucher de soleil automnal peignant tout en or à travers les fenêtres. Nous sommes seuls dans cette bulle parfaite de lumière déclinante et de silence partagé. Je devrais probablement rentrer, dis-je sans conviction. Probablement. Mais au lieu de reculer, Ren lève la main et écarte une mèche de cheveux de mon visage. Ses doigts effleurent ma joue et je ne peux plus respirer. Est-ce que ça va? Demande-t-elle doucement. Je hoche la tête car les mots m'ont complètement abandonnée. Elle se penche, ses lèvres touchant à peine les miennes. Doux, hésitant, comme une question. Je réponds en me pressant contre celle, approfondissant le baiser. Sa bouche a le goût de la menthe et des possibles. Quand nous nous séparons enfin, j'ai la tête qui tourne. Waouh! Je murmure contre ses lèvres. Oui, waouh! Nous restons front contre front, respirant le même air. Tout ce que je croyais savoir sur moi-même se transforme et se réorganise. C'est nouveau pour moi, j'avoue. Nouveau dans le bon sens ou nouveau dans le sens terrifiant? Les deux. Ren sourit, son pouce traçant la ligne de ma mâchoire. Les deux, c'est bien. Sur la route du retour, sous une voûte d'étoiles, je touche mes lèvres à plusieurs reprises, sentant encore le baiser de Ren. Mon reflet dans le rétroviseur me montre une femme que je ne reconnais pas tout à fait, une femme qui pourrait être prête pour des changements extraordinaires. 3 jours passent avant que je trouve le courage d'envoyer un texto à Ren. Un café après l'entraînement aujourd'hui? Ça semble assez décontracté, mais mes mains tremblent en appuyant sur envoyer. Elle répond en quelques minutes. Absolument. Grind coffee à 17 heures?
Katie Morrison remarque ma distraction pendant l'entraînement. Coach, vous souriez toute la semaine? Vous avez un nouveau petit ami? Concentre-toi sur ta décoche, Katie. Mais elle n'a pas tort. Je suis sur un nuage depuis ce baiser dans la grange de Rennes, repassant chaque seconde jusqu'à ce que le souvenir soit aussi lisse qu'un galet poli par la rivière. Le Grind Coffee se trouve entre le quartier des affaires et le quartier des arts, tout en briques apparentes et en meubles dépareillés. J'arrive en avance, m'installant à une table dans un coin avec une bonne vue sur la porte. Reine entre à 17 heures précises, balayant la foule du regard jusqu'à ce qu'elle me repère. Elle a troqué ses vêtements de travail pour un jean foncé et un pull crème qui fait briller ses cheveux blonds sous les ampoules Edison Vintage. Désolée, je suis en retard, dit-elle en glissant sur la chaise en face de moi. Tu n'es pas en retard? Tant mieux, parce que je me suis arrêtée pour prendre ça. Elle sort un petit sac en papier, des cookies à l'érable de cette boulangerie sur Harney Street. Il ne fallait pas. J'en avais envie. Ses yeux bleus croisent les miens directement. Et puis, on dirait que tu pourrais avoir besoin d'un peu de douceur après lundi soir. Lundi soir, le baiser qui hante mes pensées depuis 72 heures. À ce propos, je commence, mais Reine lève la main. Aucune excuse n'est nécessaire. Sauf si tu le regrettes. Je ne le regrette pas. Sa franchise me prend au dépourvu. J'étais habituée aux jeux émotionnels de Jérémy, à sa façon de ne jamais dire ce qu'il pensait vraiment. La franchise de Rennes me semble à la fois étrangère et merveilleuse. Bien, parce que j'y ai pensé constamment. Tu veux en parler? Demande-t-elle. Je ne sais pas trop comment. Commence n'importe où, je t'écoute. Un barista appelle des commandes, tandis qu'une musique folk indépendante s'échappe de haut-parleurs cachés. Le café bourdonne de conversation, créant une couverture parfaite pour des discussions intimes. Je n'avais jamais embrassé une femme avant, j'avoue. Et c'était comment? Terrifiant, incroyable, déroutant au possible. Reine casse un cookie en deux, m'offrant les morceaux. Ce sont des réactions normales? Vraiment? Quand j'ai embrassé ma première femme, j'ai vomi juste après. Je manque de m'étouffer avec mon cappuccino. Sérieusement? Les nerfs et l'excitation ne font pas bon ménage dans l'estomac d'une fille de 17 ans, dit-elle avec un grand sourire. Mais, pour ma défense, c'était la grande sœur de ma meilleure amie, et je craquais pour elle depuis des mois. Et qu'est-ce qui s'est pas passé? Sarah a fait comme si rien ne s'était passé. J'ai passé toute mon année de première convaincue que j'avais tout imaginé. L'expression de Reine devient pensive. Parfois, l'esprit nous joue des tours quand le cœur désire quelque chose qu'il ne comprend pas. Et parfois, le cœur sait des choses que l'esprit n'a pas encore saisies. Exactement. Nous restons assises dans un silence confortable, partageant les biscuits à l'érable, tandis que le brouhaha des conversations du café tourbillonne autour de nous. J'observe les mains de Reine alors qu'elle déchire sa serviette en papier, remarquant les petites cicatrices laissées par ses outils dépustés de menuiserie. Parle-moi de ton mariage, dit-elle finalement. La demande ne me surprend pas, mais il me faut tout de même un effort pour organiser 15 ans en pensée cohérente. Jérémy et moi, on s'est rencontrés à l'université. Il jouait au baseball, je faisais du tir à l'arc. Tous les deux athlètes, tous les deux ambitieux. Sur le papier, ça avait du sens. Mais pas dans la pratique. Pendant un temps, ça a marché. Ça a été recruté par une équipe de ligue mineure. J'ai commencé à entraîner. Nous avions des projets, des objectifs, un avenir tout tracé. Je marque une pause, me souvenant de ses premières années, pleines d'optimisme. Puis son épaule a lâché, carrière terminée avant même d'avoir commencé. Coup dur. Il ne s'en est jamais remis. Il est devenu amer, plein de ressentiment, a pris un poste de vendeur d'assurance et a détesté chaque jour. Je remue distraitement mon cappuccino. Moi, j'ai continué à entraîner, à évoluer, à devenir de plus en plus moi-même. Lui est resté figé dans sa déception. Quand as-tu su que c'était fini? Quand j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis 5 ans, en attendant qu'il redevienne l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Reine hoche la tête comme si elle comprenait parfaitement. Parfois, les gens grandissent dans des directions différentes. Et toi, tu as déjà été mariée? Fiancée une fois à une femme merveilleuse qui s'appelait Claire. Sa voix s'adoucit. On est restés ensemble 4 ans, on avait planifié toute une vie. La maison, les chiens, la totale. Que s'est-il passé? On lui a offert le job de ses rêves à Seattle. Moi, j'avais la propriété de mon grand-père, l'atelier, toute mon entreprise ici. Reine hausse les épaules.
Aucune de nous ne voulait sacrifier ses passions pour la relation. Tu regrettes de ne pas être partie? Parfois, mais je pense qu'on aurait fini par s'en vouloir. L'amour ne suffit pas toujours si l'on se dirige vers des destinations différentes. Le café est devenu plus calme alors que l'après-midi glisse vers le soir. Notre conversation semble suspendue dans le temps, honnête et sans phare, comme je n'en avais pas connu depuis des années. Je peux te poser une question? Dit Vren. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu explores ça, ça par curiosité ou parce que tu es réellement attiré par les femmes? La question me force à examiner des sentiments que j'avais à peine reconnus. Les 2, je crois, mais surtout la deuxième option. Et plus précisément, la chaleur me monte aux joues. Plus précisément, je suis attirée par toi. Bonne réponse? Ah oui? C'est mieux que je me suis toujours demandé ce que ça ferait ou mon mariage c'était si horrible que je suis prête à tout essayer. Je ris malgré ma gêne. Tu as déjà entendu ces répliques? Malheureusement, oui, rien ne tue une romance plus vite que d'être la phase d'expérimentation de quelqu'un. Ce n'est pas une expérience pour moi, Vren, c'est trop réel pour ça. Son expression devient sérieuse, ses yeux bleus scrutant attentivement mon visage. Ça fait quoi quand c'est réel? C'est comme si j'avais dormi pendant des années et que je venais de me réveiller, comme si tout ce qui a précédé cet instant n'était qu'une répétition avant de te rencontrer. Bon sang, Amber. C'est trop? Pas assez, du tout. Elle tend la main sur la table et couvre la mienne. Le contact envoie une décharge électrique familière le long de mon bras, cette même secousse que j'ai ressentie dans son atelier. Je veux t'embrasser à nouveau, dit-elle doucement. Ici? Non, quelque part d'intime où je pourrais prendre mon temps, mon souffle se coupe. Chez toi ou chez moi? Chez moi. Si tu es prête pour ça? Je hoche la tête, incapable de parler. Reine fait signe pour l'addition pendant que j'essaie de calmer les battements de mon cœur. En marchant vers nos voitures dans le crépuscule naissant, elle attrape ma main, entrelaçant nos doigts. Ce simple geste semble monumental. Suis-moi, dit-elle à la portière de ma voiture. Alors que je conduis derrière son pick-up dans les rues bordées d'arbres d'Omaha, mes mains serrent fermement le volant. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changera tout entre nous. Mais pour la première fois depuis des années, le changement me semble être exactement ce dont j'ai besoin. La maison de Rennes est un bungalow de style craftsman rénové à 20 pâtés de maisons du centre-ville, tout en poutres apparentes et planchers doués de bois franc. Elle me verse un verre de vin pendant que j'examine des photographies encadrées de l'atelier de son grand-père. Il te ressemblait? J'observe en étudiant une photo en noir et blanc d'un homme âgé penché sur un établi. La même tête de mule aussi. Nous nous installons sur son canapé en cuir, nos verres de vin entre nous comme un pont. La conversation coule plus facilement maintenant, abordant tout, de nos livres préférés à nos peurs d'enfance. Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement détendue. Je devrais probablement rentrer, dis-je vers 22 heures, sans faire le moindre mouvement pour partir. Probablement. Reine se rapproche, sa cuisse frôlant la mienne. Sauf si tu n'en as pas envie. Je n'en ai pas envie. Elle se penche lentement, me laissant le temps de reculer. Lorsque nos lèvres se rencontrent cette fois, il n'y a plus rien d'hésitant. Sa bouche se meut contre la mienne avec assurance, et je réponds avec un enthousiasme qui nous surprend toutes seules les deux. Amber, murmure-t-elle contre mes lèvres. Reste avec moi ce soir. Je devrais dire non, y réfléchir rationnellement. Au lieu de ça, je hoche la tête et la suis dans le couloir jusqu'à sa chambre. Plus tard, enlacée sous des draps de coton doux, je trace des motifs paresseux sur son épaule nue pendant qu'elle somnole. Tout cela semble naturel, juste. La peur que j'attendais ne se matérialise jamais. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es magnifique? Murmure-t-elle d'une voix endormie. Une ou deux fois. Ça vaut la peine d'être répété. Je me réveille avant l'aube, momentanément désorientée par cet environnement inconnu. Puis Reine bouge à côté de moi et tout se met en place. Ses cheveux blonds s'étalent sur l'oreiller comme de l'or filé. Salut, dit-elle, les yeux encore clos. Bonjour? Bien dormi? Mieux que je ne les ai fait depuis des années. Elle ouvre ses yeux bleus et étudie mon visage. Des regrets? Aucun. Et toi? Seulement qu'on ait attendu si longtemps. La matinée du samedi s'étend devant nous, sans obligation. Nous préparons le café et le petit déjeuner, nous déplaçons l'une autour de l'autre dans sa cuisine avec une aisance surprenante. Tout semble à la fois familier et nouveau. On fait quelque chose aujourd'hui? Demande Reine devant ses œufs bas et œufs brouillés. Comme quoi? Il y a un salon d'antiquité en ville?
Je me suis dit qu'on pourrait y jeter un œil, peut-être trouver des pièces intéressantes. Ça me semble parfait. L'emporium d'antiquités de Murphy s'étend sur 3 étages d'un entrepôt reconverti, rempli de tout, des meubles victoriens aux bijoux vintage. Au début, nous errons séparément, attirés par différentes sections selon nos intérêts personnels. J'examine une collection d'équipements de tir à l'arc ancien quand quelque chose attire mon attention. Niché entre un arc à poulier des années Curtis et un carquois de flèches dépareillé se trouve un superbe arc classique des années bien 40. Le bois est d'un ambre riche, poli et lissé par des décennies de manipulation. Magnifique, n'est-ce pas? Je me retourne et découvre Reine à côté de moi, sa main se tendant vers le même arc. Nos doigts se heurtent à mi-chemin. Tu l'as vue la première? Dit-elle rapidement. En fait, je crois qu'on l'a repéré en même temps. L'arc est affiché à 300 $, plus que ce que je devrais dépenser, mais raisonnable pour sa qualité évidente. Les branches montrent de légères surmarques d'usure, mais aucun dommage structurel. On joue à pile ou face? Suggère Reine. Ou on pourrait en partager la garde, l'étudier ensemble, son sourire s'illumine. Je préfère cette idée. Le vieux propriétaire de la boutique, Murphy lui-même, émerge de derrière une imposante vitrine de verrerie de l'époque de la Grande Dépression. Ah, vous avez trouvé ma pièce maîtresse. Cet arc appartenait à Harold Sampson, champion de l'État du Nebraska de 1947 à 1962, fabriqué par un artisan en Oregon qui fournissait l'équipe olympique. Il est sublime, je souffle en passant mes doigts sur la poignée lisse. La fille d'Harold l'a apporté le mois dernier. Elle a dit qu'il méritait d'être utilisé à nouveau, pas de prendre la poussière dans un grenier. Reine et moi échangeons un regard. L'arc a une histoire, une provenance, une âme. En partager la propriété semble presque un sacrilège. On le prend, annonce Reine. Vous deux? Un arrangement de garde partagé, j'explique. Murphy glousse. C'est la première fois que je vends un arc à un comité, mais si ça vous convient, nous passons une autre Pfeffermeiner. Flente fanés ensemble, nos mains se frôlant parfois en examinant les objets. L'intimité décontractée semble maintenant naturelle, comme si nous le faisions depuis des années au lieu de quelques heures. Sur un stand spécialisé dans le matériel photographique vintage, Reine découvre un étui en bois pour appareil photo qui serait parfait pour transporter l'arc d'Harold Sampson. Pour protéger notre return d'investissement, dit-elle, en négociant le prix avec le vendeur. Notre investissement. L'expression me réchauffe le cœur. Autour d'un déjeuner dans un café voisin, nous faisons des recherches sur Harold Sampson sur le téléphone de Rennes. Les archives de l'État confirment l'histoire de Murphy. 5 championnats consécutifs, une quasi-qualification aux essais olympiques, une précision légendaire à des distances allant jusqu'à 80 mètres. Cet arc a un sacré karma, observe Rennes. Tu penses que ça améliorera notre tir? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le soleil de l'après-midi traverse les fenêtres du café alors que nous planifions les séances d'essai pour notre trésor commun. Autour de nous, d'autres couples discutent d'activités banales du week-end. Les courses, l'entretien de la pelouse, les obligations familiales. Notre conversation, elle, est centrée sur les puissances d'arc et la posture de tir. On est des geeks du tir à l'arc, je réalise à voix haute. Le meilleur genre de geek. En rentrant séparément, l'arc d'Harold Sampson sécurisé dans son étui vintage sur mon siège passager, je m'émerveille de la façon dont cette relation s'est développée naturellement. Pas de phase de rencontre maladroite, pas besoin de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Juste 2 personnes qui partagent d'assez des passions et semblent s'emboîter parfaitement. Mon téléphone vibre, un texto de Rennes. Dîner demain? Je cuisine. Je réponds immédiatement. J'ai hâte. Pour la première fois depuis mon divorce, l'avenir semble radieux au lieu d'être terrifiant. Le changement, je le découvre, peut être exactement ce dont on a besoin, même quand on ne sait pas qu'on en a besoin. L'arc d'Harold Sampson repose dans mon appartement comme un pont entre le passé et le futur, entre l'archère que j'étais et la femme que je suis en train de devenir. 2 semaines passent comme dans un rêve. Un tourbillon de dîners partagés, de séances de tir à l'arc et de conversations qui s'étirent au-delà de minuit. Vren et moi avons développé des routines sans les planifier. Le café ensemble la plupart des matins, des textos tout au long de nos journées de travail, des soirées qui s'écoulent sans heures entre chez elle et chez moi. L'arc d'Harold Sampson est devenu notre prétexte pour tout.
Le tester nécessite de multiples sessions, une documentation minutieuse de ses performances et des discussions détaillées sur les techniques de tir historique. En réalité, nous cherchons juste des raisons de passer du temps ensemble. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Harold, dit Ren au petit déjeuner mardi matin. Apparemment, il a beaucoup écrit sur les pratiques de méditation liées au tir à l'arc. La méditation? Des techniques de préparation mentale? Il y a toute une collection de ses écrits à la Société historique du comté de Douglas. Je sirote mon café, observant Ren de l'autre côté de sa table de cuisine. Il y a 3 semaines, je pensais savoir ce qu'était l'attirance. Jérémy générait de la chaleur, du confort, de la familiarité. Ce que je ressens avec Ren brûle plus fort et plus intensément, comme passer de la lueur d'une bougie à la lumière du soleil. On fait des recherches ensemble, je demande, ce soir? La Société historique ferme à 20 heures, mais leur bibliothèque de recherche reste ouverte jusqu'à 22 heures. Parfait. Ce soir-là, nous nous retrouvons à la bibliothèque du centre-ville, un bâtiment massif en granit qui ancre ce quartier depuis 14. La collection de recherche de la Société historique occupe tout le 3e étage, accessible par une entrée séparée après les heures d'heure normales. Le docteur Patricia Hendricks, la bibliothécaire âgée de service, nous accueille avec un enthousiasme sincère lorsque nous lui expliquons notre intérêt pour Harold Samson, un archer merveilleux. Il nous a fait don de ses papiers en 1968, juste avant de décéder. Elle nous conduit à travers des rangées de boîtes d'archives jusqu'à une salle de lecture bordée de tables en chêne. Je vais vous sortir sa collection. Ça devrait faire environ 6 boîtes au total. 6 boîtes? Je murmure à Ren. Harold était apparemment très méticuleux. Le docteur Hendricks revient avec un chariot rempli de boîtes de documents, chacune étiquetée avec des dates allant de 1045 à 1015. Prenez votre temps, je serai au bureau de référence si vous avez besoin de quoi que ce soit. Rappelez-vous simplement, pas de nourriture ni de boisson près des documents. Nous commençons par la boîte la plus ancienne, y trouvant des registres de compétition, des spécifications d'équipement et des journaux de tir détaillés. L'écriture d'Harold est précise et méthodique, enregistrant chaque séance d'entraînement avec une précision scientifique. Regarde ça, dit Ren en faisant glisser un journal en cuir sur la table. Page après page, les observations d'Harold sur la préparation mentale, les techniques de visualisation et ce qu'il appelle la conscience de l'archer. Ces écrits révèlent un homme obsédé non seulement par la précision, mais aussi par les aspects philosophiques du tir. L'archer doit ne faire qu'un avec l'arc, la flèche, la cible, jusqu'à ce que la séparation entre le soi et le tir se dissolve entièrement, je lis à voix haute. Il était très en avance sur son temps, observe Vren, on dirait de la psychologie du sport moderne. Nous nous perdons dans les écrits d'Harold, nous passons les journaux, partageant nos découvertes. Son évolution de tireur de compétition à philosophe du tir à l'arc se déploie sur des décennies de documentation minutieuse. Vers 21h30, le docteur Hendricks s'approche de notre table. Je déteste vous interrompre, mais je dois fermer l'entrée principale. Vous pouvez continuer à travailler, mais vous devrez utiliser la sortie de secours quand vous aurez terminé. Combien de temps pouvons-nous rester? Demande Ren. Techniquement, jusqu'à minuit. Le système de sécurité permet aux chercheurs de rester après les heures, à condition que quelqu'un vous ait laissé entrer initialement. Nous la remercions et continuons notre lecture. Le bâtiment devient silencieux autour de nous, les bruits de pas et les conversations s'estompent. L'éclairage de secours crée des îlots de lumière chaude, tandis que le reste de la bibliothèque disparaît dans l'ombre. C'est incroyable, dis-je, absorbé par le journal de 1903 d'Harold. Il décrit quelque chose comme un état méditatif pendant le tir. Il dit que les meilleures flèches partent quand il cesse d'essayer de les contrôler. Faire confiance au processus, murmure Ren, en lisant par-dessus mon épaule, lâcher prise sur le résultat, se concentrer sur la forme. Notre proximité rend la concentration difficile, l'odeur de son shampoing se mêle à celle du vieux papier et des reliures en cuir, créant un mélange enivrant. Quand elle se penche pour me montrer un passage, son épaule frôle la mienne. Il se fait tard, observe-t-elle vers 23h. On devrait y aller? Probablement. Mais aucune de nous ne bouge. La salle de lecture semble suspendue hors du temps normal, privé et intime, bien qu'étant un espace public. Les journaux d'Harold éparpillés entre nous créent un pont de fascination partagée. Amber? Oui? Je suis vraiment contente que tu sois entrée dans ma boutique ce jour-là. Moi aussi?
Elle tend la main sur la table et couvre la mienne. Le simple contact envoie une chaleur familière le long de mon bras. Je ne cherchais pas ça, j'avoue, ni toi, ni rien de tout ça. Les meilleures choses arrivent généralement quand on ne les cherche pas. J'étudie son visage dans la douce lumière de la salle de lecture, mémorisant les détails comme s'ils comptaient plus que tout au monde. Le léger relèvement au coin de sa bouche, la façon dont ses cheveux blonds captent la lumière de la lampe, ses yeux d'un bleu impossible qui semblent voir à travers moi. Embrasse-moi, je murmure. Elle n'hésite pas. Se penchant par-dessus les journaux d'Harold, elle capture mes lèvres avec les siennes. Le baiser a le goût des possibilités et des promesses, doux mais insistants. Quand nous nous séparons, ma respiration est lourde. Oh, on s'embrasse dans une bibliothèque. Salle de recherche de la Société historique, techniquement très convenable. Oh, ce n'est que le début de l'inconvenant. Elle se lève, contourne la table et s'installe à côté de moi sur le banc en bois. Cette fois, quand elle m'embrasse, il n'y a plus rien d'hésitant. Sa main se mêle à mes cheveux tandis que la mienne trouve la courbe de sa taille. L'éclairage de secours crée un cocon d'intimité autour de notre table. Nous sommes seuls dans cet immense bâtiment, entourés de décennies de connaissances accumulées, complètement perdues l'une dans l'autre. On devrait trouver un endroit plus confortable, murmure-t-elle contre mon cou. À quel point peut-on être à l'aise ici? Laisse-moi te montrer. Elle me guide vers un fauteuil de lecture en cuir dans un coin, à l'écart des lumières principales. Ce qui se passe ensuite se déroule lentement, silencieusement, entouré par la sagesse murmurée des collections d'archives. Ses mains explorent avec la même attention minutieuse qu'elle accorde à la fabrication d'un arc, lisant mes réactions comme Harold lisait les conditions du vent. Le silence du bâtiment amplifie chaque son doux entre nous, créant une intimité au-delà de tout ce que j'ai jamais connu. Quand nous nous séparons enfin, des heures semblent s'être écoulées, bien que l'horloge n'indique que 40 minutes. Nous rassemblons soigneusement les journaux d'Harold et les remettons dans leur boîte. Euh, en traversant la bibliothèque obscure vers la sortie de secours, Reine me prend la main. Ça, ce n'était certainement pas dans les écrits de méditation d'Harold, dit-elle. Ça devrait probablement y être. L'alarme de la sortie de secours émet un léger bip lorsque nous partons, un son qui ressemble à une approbation du bâtiment lui-même. Dehors, le centre-ville d'Omaha s'étend calme et immobile sous les lampadaires. Chez toi? Demande Reine près de nos voitures. Définitivement chez moi, en conduisant dans les rues vides, les fenêtres baissées pour laisser entrer l'air frais de l'automne, je réalise que quelque chose de fondamental a changé. Ce n'est plus de l'exploration ou de l'expérimentation, c'est tomber éperdument amoureuse, les yeux grands ouverts, et pour une fois dans ma vie, ça ne me fait pas peur du tout. Un mois après le début de ce que Reine et moi appelons notre relation, je me réveille un vendredi matin avec le sentiment de pouvoir conquérir le monde. Ces élèves de tir à l'arc ont remarqué le changement, commentant ma meilleure humeur et mon style d'entraînement plus détendu. Même Katie Morrison a mentionné que j'avais l'air plus heureuse. Je suis plus heureuse, ridiculement, incroyablement plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. C'est pourquoi l'appel téléphonique de jeudi après-midi me frappe comme un coup de poing à l'estomac. Amber? C'est Jeremy. Sa voix dans le haut-parleur de mon téléphone est exactement la même, déclenchant une mémoire musculaire de 15 ans de conversation. Je suis dans la cuisine de mon appartement, préparant le dîner pour une visite de Reine, quand mon passé entre en collision avec mon présent. Que veux-tu, Jérémy? Te parler? On peut se voir quelque part? Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, une seule conversation. Il y a des choses que je dois te dire. Contre toute raison, j'accepte de prendre un café samedi matin. Territoire neutre, temps limité, voie de fuite planifiée. Mais alors même que je raccroche, l'anxiété me serre la poitrine. J'envoie immédiatement un texto à Ren. Jérémy veut me voir demain, café à 10 heures. Sa réponse arrive rapidement. Tu veux que je vienne? Non, je dois gérer ça seule. Tu m'appelles après? Absolument. Le samedi matin se lève, gris et pluvieux, parfaitement assorti à mon humeur. J'arrive au Novel Café 15 minutes en avance, choisissant une table au fond avec une vue dégagée sur les deux entrées. Une planification d'évasion apprise de la stratégie du tir à l'arc. Jérémy entrepile à l'heure, balayant le café du regard jusqu'à ce qu'il me repère. 4 mois de séparation l'ont changé. Il a l'air plus vieux, plus usé. La posture confiante du joueur de baseball a cédé la place à quelque chose de défait. Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant en face de moi.
Tu as 20 minutes. Il commande un café noir à un serveur qui passe, gagnant du temps et pour organiser ses pensées. J'étudie son visage familier, surprise de ne ressentir rien d'autre qu'une légère curiosité quant à ce qu'il veut. Tu es superbe, Amber, vraiment superbe. Va droit au but, Jérémy. J'ai fait des erreurs? Des erreurs énormes. Je vois quelqu'un, une thérapeute, j'essaie de comprendre ce qui n'allait pas entre nous. Ce qui n'allait pas, c'était 15 ans pendant lesquels tu m'en as voulu d'évoluer alors que tu restais bloqué. Je sais. Il se penche en avant avec une sincérité qui me rappelle le début de notre relation. C'est exactement ce que le docteur Martinez m'a aidé à voir. J'étais tellement en colère pour mon épaule, pour avoir perdu le baseball, que je ne pouvais pas célébrer ton succès. Et maintenant, tu le peux? Je veux essayer. En fait, je veux tout essayer à nouveau. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres. Pardon? Je veux que nous nous réconcilions, que nous donnions une autre chance à notre mariage. Les mots flottent entre nous, pareil à un nuage de fumée. L'expression de Jérémy est d'une sincérité totale, comme si 4 mois de développement personnel avaient effacé 15 ans de problèmes accumulés. Jérémy, nous sommes divorcés. De la paperasse. On peut arranger la paperasse? Non, on ne peut pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Tu vois quelqu'un? La question atterrit avec une précision chirurgicale, touchant chaque terminaison nerveuse que je n'avais pas encore reconnue. Est-ce que je vois Reine? Est-ce que je sors avec elle? Est-ce que je suis amoureuse d'elle? Qu'est-ce que nous faisons exactement? Ah non, ça ne te regarde plus. Si tu prends des décisions basées sur une relation pansement. Une bouffée de chaleur me traverse la poitrine. N'ose même pas minimiser quoi que ce soit dans ma vie en ce moment. Je ne minimise rien. Je souligne juste que tu es peut-être en train de te précipiter vers quelque chose de confortable au lieu de travailler sur nos vrais problèmes. Le jargon thérapeutique de Jérémy m'irrite plus que sa colère d'antan ne l'a jamais fait. Au moins, la colère semblait honnête. Nos vrais problèmes? Tu veux dire ton ressentiment, ton incapacité à soutenir ma carrière, ta manipulation émotionnelle sur chaque petite décision? J'assume la responsabilité de tout ça, l'entière responsabilité. Bien, maintenant, assume la responsabilité du fait qu'assumer la responsabilité ne répare rien comme par magie. Son visage se crispe légèrement, la surprise remplaçant la confiance. Tu n'envisageras même pas d'essayer à nouveau? Jérémy, j'ai construit une vie sans toi, une vie heureuse. Avec quelqu'un d'autre? Avec moi-même. Et oui, avec quelqu'un d'autre. Qui est-il? Cette supposition me fait rire, bien que rien dans cette conversation ne soit drôle, tout ne consiste pas à te remplacer par un autre homme. Alors qui? Je devrais esquiver, changer de sujet, préserver mon intimité. Au lieu de ça, une part rebelle en moi veut le choquer pour qu'il comprenne à quel point j'ai complètement tourné la page. Elle s'appelle Reine. L'expression de Jérémy passe par la confusion, l'incrédulité et quelque chose qui approche de la compréhension. Elle? Oui, elle? Tu sors avec une femme? Je suis amoureuse d'une femme. Les mots s'échappent en mine avant que je puisse les retenir. Je ne les ai pas encore dites sans, sachez, à Rennes, je ne me les suis même pas encore totalement avouées, mais assise en face de Jérémy, défendant cette belle chose que nous avons construite, la vérité devient limpide. C'est impossible, tu n'es pas gay, Amber. Apparemment si, ou bisexuel, ou quelque chose. Les étiquettes n'ont pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'elle me rend heureuse d'une manière que tu n'as jamais réussi à le faire. Jérémy se rassied comme si je l'avais frappé. C'est ce dont le docteur Martinez m'avait prévenu, un comportement expérimental après des changements de vie majeurs. Ne psychanalyse pas ma relation. Est-ce vraiment une relation? Ou est-ce que tu fuis simplement tout ce qui ressemble à un engagement? J'ai fini de te parler. Je me lève pour partir, mais Jérémy attrape mon poignet. Pas avec force, mais avec assez de pression pour stopper mon mouvement. S'il te plaît, réfléchis-y. Nous avons eu 15 bonnes années avant que les choses ne tournent mal. Ça doit bien compter pour quelque chose. Nous avons eu 5 bonnes années et 10 ans de désastre au ralenti. Lâche mon bras. Il me relâche immédiatement, son visage montrant un remords sincère. Je t'aime, Amber. Je t'aimerai toujours. Je sais et je tiendrai toujours à toi. Mais c'est fini entre nous, Jérémy, définitivement. À cause d'elle? À cause de moi.
Parce que je sais enfin ce qu'est le bonheur, et ce n'est pas ce que nous avions. Je le laisse assis au Novel Café, l'air de quelqu'un qui vient d'apprendre un décès. En marchant vers ma voiture sous le crachin, j'appelle Reine immédiatement. Comment ça s'est passé demande-t-elle sans préambule. Il veut qu'on se remette ensemble. Un silence s'étire sur la ligne. Quand Reine parle à nouveau, sa voix est d'une neutralité prudente. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah oui? Oui, complètement, terriblement, merveilleusement amoureuse. Son rire soulagé voyage à travers le téléphone et s'enroule autour de mon cœur. De qui? De toi, Wren Baker. Je suis follement amoureuse de toi. Ça tombe bien, parce que je suis follement amoureuse de toi aussi. En traversant les rues détrempées d'Omaha, en direction de la maison de Wren, je réalise que quelque chose d'important s'est cristallisé. La réapparition de Jeremy n'a pas créé de doute sur mes choix, elle les a confirmés. Je ne fuis pas mon ancienne vie. J'ai découvert qui je suis vraiment et cette personne n'inclut pas de se contenter du confortable quand l'extraordinaire est possible. Cette personne choisit Reine à chaque fois. Quand elle ouvre sa porte d'entrée, encore en pyjama un samedi à midi, je ne perds pas de temps en explications. Je l'embrasse immédiatement, profondément, un baiser qui a le goût du café et des promesses. Je t'aime, dis-je contre ses lèvres. Je t'aime aussi, répond-elle, me tirant à l'intérieur où tout prend un sens parfait. Jérémie peut garder ses révélations thérapeutiques et ses secondes chances. Je suis en train de construire quelque chose d'entièrement nouveau. Pendant des jours, la tentative de réconciliation de Jérémie persiste dans mes pensées comme une fumée tenace. Reine remarque ma distraction, mais n'insiste pas, me donnant de l'espace pour digérer tout en restant assez proche pour me rappeler que je n'affronte pas cela seule. Mardi après-midi, après l'entraînement, Katie Morrison s'approche de moi avec un sérieux inhabituel. Coach, je peux vous poser une question personnelle? Vas-y. Vous êtes heureuse? La franchise me prend par surprise. Katie a toujours été mature pour son âge, mais cela semble différent. Qu'est-ce qui c'est qui te fait demander ça? Mes parents divorcent. Maman n'arrête pas de me demander si je suis heureuse, elle suis heureuse, comme si ma réponse pouvait la faire changer d'avis sur le fait de quitter papa. Katie ajuste distraitement la prise sur son arc. Mais vous avez l'air vraiment heureuse maintenant, du genre, de l'intérieur. J'observe cette jeune fille de 17 ans qui voit plus de choses de ce que la plupart des adultes. Tu as raison, je suis heureuse. À cause de la femme avec qui vous sortez? Comment tu as? Coach, vous vous illuminez quand votre téléphone vibre. Et puis, Jérémy est passé la semaine dernière pour poser des questions sur votre emploi du temps. Mes instincts pétames protecteurs s'embrassent immédiatement. Quel genre de questions? Rien de bizarre? Il voulait juste savoir si vous aviez l'air d'aller bien, si vous mangiez assez, des trucs d'ex-mari inquiet. Dati met son sac d'équipement sur son épaule. Je lui ai dit que vous étiez épanouie. Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Que la personne qui vous fait sourire comme ça doit être vraiment spéciale. Ces jeunes voient tout. Katie, à propos de ma vie personnelle, ne me regarde pas, coach. Je voulais juste que vous sachiez que je suis contente que quelqu'un vous rende heureuse. Elle se dirige vers le parking, me laissant avec une clarté renouvelée sur ce qui compte. Ses élèves m'ont vu lutter pendant mon divorce, m'ont vu reconstruire lentement ma confiance et ma joie. Elle mérite de voir la version complète de celle que je deviens. Ce soir-là, Ren et moi testons l'arc Harold Sampson sur son pas de tir privé. L'arc classique vintage tire magnifiquement. Toutes les techniques de méditation d'Harold prenant enfin un sens pratique alors que je me place dans une posture parfaite. Tu es différente ce soir, observe-t-elle alors que je retire les flèches de la cible. Différente comment? Plus calme, plus centrée. Katie Morrison m'a donné une nouvelle perspective en elle aujourd'hui. Je lui raconte la conversation, la visite de Jérémy à l'école, l'étrange validation de voir mon bonheur reconnu par quelqu'un qui m'a connue tout au long de cette transformation. Gamine intelligente, dit Vren. Elle m'a demandé si j'étais heureuse à cause de toi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien de définitif, mais ça m'a fait réfléchir au fait que nous nous cachons encore. Les mains de Ren s'arrêtent sur A&M, sur les réglages de la corde de son arc. On se cache? Pas intentionnellement, mais nous n'avons pas parlé d'être un couple aux yeux de tous, de ce à quoi ça ressemble au-delà de nous deux. À quoi veux-tu que ça ressemble? J'étudie son visage dans la lumière dorée de la grange, cette femme qui a bouleversé mon monde de la plus belle des manières.
Je veux que les gens sachent que tu es à moi. Je veux t'emmener aux événements de la fac, te présenter aux parents de mes élèves, te tenir la main au restaurant. Je veux le package complet, même si ça signifie faire face aux réactions, aux questions, aux jugements, surtout dans ce cas. Elle pose son arc et s'approche de moi, son expression sérieuse. Tu es sûre? Parce qu'une fois que ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Bien, parce que j'en ai marre de faire semblant que tu es juste une cliente quand tu passes à la boutique. Nous passons l'heure suivante à tirer ensemble, mais la conversation a changé quelque chose entre nous. Nous n'explorons plus une relation, nous nous y engageons publiquement, complètement. Plus tard, chez elle, Reine verse du vin pendant que j'examine les magazines de tir à l'arc éparpillés sur sa table basse. J'ai une idée, dit-elle en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Je t'écoute. L'expo de tir à l'arc de Colorado Springs a lieu le mois prochain, un grand événement de l'industrie, beaucoup de coachs et de fabricants d'équipements. Et si nous y allions ensemble, officiellement ensemble, en tant que couple, en tant que partenaire, professionnel et personnel? L'idée m'excite et me terrifie à la fois. Une première sortie publique loin d'Omaha où nous pourrons nous entraîner à être ouvertes sans conséquences locales immédiates. J'adore. Vraiment, c'est parfait. Terrain neutre, intérêt commun, sujet de conversation tout trouvé. Elle se penche plus près, sa main trouvant la mienne. En plus, il y a la chambre d'hôtel. Des considérations importantes également. Nous planifions le voyage pendant le dîner, discutant des stands à visiter, des horaires des ateliers et de la logistique du voyage à deux. Tout semble naturel, facile, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent. Plus tard, dans sa chambre, elle me fait l'amour avec une intensité qui suggère qu'elle marque son territoire, qu'elle revendique ce qui est à elle. Ses mains cartographient mon corps comme si elles mémorisaient chaque courbe et chaque creux, tandis que je me perds dans la chaleur qui nous unit. Lorsque nous bougeons ensemble, c'est au rythme de personnes qui comprennent parfaitement les besoins de l'autre. Après, allongées l'une contre l'autre, elles tracent des motifs sur mon épaule nue. Fini de se cacher, murmure-t-elle contre mes cheveux. Fini de se cacher, je réponds, même quand ça deviendra compliqué. Surtout à ce moment-là. Elle se recule pour me regarder, ses yeux bleus sérieux dans la pénombre. Je t'aime, Amber Sanchez, toi tout entière, la coach, l'archère, la femme qui est assez courageuse pour tout recommencer à 38 ans. Je t'aime aussi, plus que je ne l'aurais cru possible. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Si Jeremy revient ou si quelqu'un essaie de te faire douter de ça, promets-moi que tu te souviendras de ce soir. Souviens-toi de ce qu'on ressent. Je le promets. Parce que c'est réel. Ce que nous avons essayé là, j'ai réel. Je sais. Mais j'apprécie son besoin de le dire, d'ancrer ce moment dans nos deux mémoires. Le changement arrive vite maintenant et nous aurons besoin de points de repère pour nous rappeler pourquoi nous nous sommes choisis. Mercredi matin, je me réveille dans le lit de Reine en me sentant différente, plus posée, plus certaine, plus moi-même que je ne l'ai jamais été. En la regardant dormir à côté de moi, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, je sais avec une clarté absolue que c'est ma vie maintenant. Pas un pansement, pas une expérience, pas une phase. C'est qui je suis, qui je choisis d'être, qui j'ai toujours été destinée à devenir. Autour d'un café dans sa cuisine, nous réservons des vols pour Colorado Springs et une chambre d'hôtel avec un lit king size. Plus de retour en arrière maintenant, dit-elle en scellant l'enveloppe avec nos confirmations. Tant mieux. J'en ai fini de regarder en arrière de toute façon. Dehors, par sa fenêtre, les feuilles d'automne ces feuilles d'automne tombent comme des confettis marquant le passage d'une saison à l'autre. Tout change et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de l'incertitude à venir. Je suis enfin prête à bander l'arc et à me laisser aller vers la cible qui m'attend. 6 mois plus tard, je suis sur le seuil de Précision Archery, observant Reine enseigner la bonne posture de tir à un groupe de collégiens. Sa patience avec les enfants me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse d'elle. Ça et une cinquantaine d'autres raisons que je découvre chaque jour. Coach Amber. Katie Morrison me fait un signe de l'autre côté de la boutique. Elle est là maintenant avec le programme jeunesse après avoir obtenu son diplôme et une bourse partielle de tir à l'arc à l'Université d'État. Comment se passe la fac? Je lui demande en la serrant brièvement dans mes bras.
Super, mais votre coaching me manque. Ces enfants ne savent pas la chance qu'ils ont. La boutique s'est considérablement agrandie depuis que Ren et moi sommes officiellement devenus partenaires commerciaux il y a 3 mois. Ce qui a commencé comme son atelier de fabrication d'arcs a évolué en un centre de tir à l'arc complet. Mon expertise en coaching combinée à son savoir-faire en matière d'équipement a créé quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu construire seule. Archer's Edge Academy peut-on lire sur la nouvelle enseigne à l'extérieur, peinte en vert forêt et or. En dessous, une plus petite plaque annonce Sanchez et Baker, propriétaires. Très bien, tout le monde, lance Ren au groupe de jeunes. Souvenez-vous de ce que nous avons pratiqué sur le suivi du geste. Katie, tu veux bien faire une démonstration? Je regarde Katie s'avancer sur la ligne de tir, sa posture est parfaite comme dans un manuel. La flèche vole droit, se plantant dans le mille avec un bruit sourd et satisfaisant. Les plus jeunes applaudissent, n'est pas oui, et je ressens cette poussée de fierté familière en regardant une ancienne élève exceller. Magnifique tir, lui dis-je après. J'ai appris de la meilleure. La session de l'après-midi se termine alors que les parents arrivent manés pour récupérer leurs enfants. Je m'occupe de la partie administrative pendant que Ren range l'équipement et nettoie les pas de tir. Nous avons développé des routines efficaces qui rendent le travail ensemble presque sans effort. Bonne journée? Demande-t-elle, passant un bras autour de ma taille une fois que le dernier élève est parti. Journée parfaite. Et toi? Encore meilleure maintenant. L'expo de Colorado Springs a marqué un tournant pour nous, publiquement et professionnellement. Rencontrer d'autres couples dans l'industrie du tir à l'arc a normalisé notre relation d'une manière que je n'avais pas anticipée. Maintenant, nous assistons à des salons professionnels, des stages de coaching et des compétitions en tant qu'équipe reconnue. Tout le monde n'a pas approuvé au début. Nous avons perdu quelques élèves quand la nouvelle de notre relation s'est répandue et que certains parents ont fait des commentaires désobligeants. Mais pour chaque personne qui est partie, 2 autres sont apparus, attirés par notre expertise et l'énergie positive de notre partenariat. Dîner chez Marcelo ce soir? Suggère Ren. Pour célébrer une autre session réussie? En fait, j'ai prévu autre chose. Ses sourcils se lèvent avec intérêt. Quel genre de chose? Le genre qui nécessite de conduire jusqu'au pas de tir privé. Intrigant. 1 heure plus tard, nous sommes dans la grange aménagée de son grand-père, maintenant entièrement équipée de cibles à plusieurs distances. L'arc Harold Sampson repose dans son étui sur l'établi, toujours notre trésor partagé, mais plus notre seule excuse pour passer du temps ensemble. Alors, quel est ce plan mystère? Demande Ren. Je marche jusqu'à la cible de 50 mètres et récupère quelque chose que j'y avais placé plus tôt, une petite boîte en velours qui me brûle la poche de ma veste depuis 2 semaines. Ren Baker, dis-je en revenant vers elle, figée près de la ligne de tir. Tu m'as appris que les meilleurs tirs se produisent quand on cesse d'essayer de contrôler le résultat et qu'on fait confiance au processus. Amber, qu'est-ce que tu m'as se montré à quoi ressemble l'amour quand 2 personnes grandissent dans la même direction, au lieu de s'éloigner l'une de l'autre. Je pose un genou à terre, ouvrant la boîte pour révéler une simple alliance en platine. Veux-tu m'épouser? Ses mains volent pour couvrir sa bouche, ses yeux s'illuminant immédiatement de larmes. Tu me demandes en mariage sur un pas de tir? Ça me semblait approprié, c'est ici que tout a commencé entre nous. Mon Dieu, je t'aime. Elle se met à genoux à son tour, encadrant mon visage avec ses mains. Oui, évidemment, oui. Comment est-ce même une question? La bague lui va parfaitement, ce qui ne devrait pas me surprendre puisque j'en avais secrètement emprunté une des siennes pour la taille. Elle l'admire à la lumière de fin d'après-midi qui filtre par les fenêtres de la grange. Quand as-tu eu le temps de trouver ça? Cathy m'a aidé. Il s'avère que les étudiants sont excellents pour les opérations secrètes. Tu as enrôlé mon élève étoile dans la planification de ta demande? Elle s'est portée volontaire quand j'ai mentionné que je voulais faire quelque chose de spécial. Elle a dit qu'il était temps que quelqu'un te mette une bague au doigt. Ren rit à traverser en larmes, me relevant pour un baiser qui a le goût des promesses et des nouveaux départs. J'ai quelque chose pour toi aussi, dit-elle en se dirigeant vers son établi et en récupérant un paquet emballé. À l'intérieur se trouve un carquois personnalisé avec nos initiales entrelacées et la date de notre première rencontre. Mais ce n'est pas ça qui me coupe le souffle. Nichées dans le carquois se trouvent une douzaine de flèches fabriquées à la main,
chacune empennée de vert profond et d'or, les mêmes couleurs que l'enseigne de notre boutique, de notre avenir commun. Je les ai faites le mois dernier, avoue-t-elle. Je comptais te les donner à Noël, mais le moment semble plus opportun. Je passe mes doigts sur l'empennage parfait, chaque plume placée avec une précision qui définit tout ce que Reine crée. Elles sont magnifiques, on les essaie. Nous passons l'heure suivante à tirer ensemble en tant que fiancés, bien que rien ne semble différent, sauf la bague qui scintille au doigt de Reine. Nous sommes partenaires dans tous les sens du terme depuis des mois maintenant. Où veux-tu qu'on organise la cérémonie demande-t-elle alors que nous récupérons les flèches des cibles. Ou d'autres dis-je. Ici, dans la grange? Pourquoi pas? C'est parfait. Privé significatif, beaucoup d'espace pour tous ceux qui nous sont chers. J'adore. C'est très nous. Très nous. En retournant Étienne, main dans la main vers la ligne de tir, je pense au voyage qui nous a menés son haut. Ce moment, au divorce qui m'a forcé à reconstruire ma vie, à la visite désespérée dans une boutique de tir à l'arc qui a tout changé, au courage de poursuivre quelque chose d'extraordinaire quand j'aurais pu me contenter de la sécurité. Des regrets demande Reine, lisant mon expression pensive. À propos de quelle partie? De tout? Absolument tout. Je regarde autour de moi la grange qui est devenue notre sanctuaire, cette femme qui est devenue que ma partenaire dans tous les sens du terme, la vie que nous avons construite sur des passions partagées et des conversations honnêtes. Zéro regret, et toi? Seulement d'avoir attendu la moitié de la trentaine pour se trouver. Timing parfait, en fait, nous n'étions pas prêtes pour ça avant. Bien vu. Le soleil se couche à travers les fenêtres de la grange, peignant tout dans des tons d'or et d'ambre. Nous rangeons lentement notre équipement, réticentes à mettre fin à cette journée parfaite. Prête à aller organiser un mariage? Demande Reine alors que nous fermons à clé. Prête à tout organiser. En traversant la campagne du Nebraska vers nos maisons séparées, bientôt un seul foyer commun, je réalise quelque chose d'important. Ce n'est pas la fin de mon histoire, c'est le début d'un tout nouveau chapitre que je n'aurais pas pu imaginer il y a 6 mois. Mais tout bon archer sait que le secret n'est pas de contrôler où la flèche atterrit. Il est de faire confiance à sa posture, de lâcher la corde avec netteté et de suivre le mouvement avec assurance. J'ai enfin appris à lâcher prise sur le résultat et à faire confiance au processus, et je n'ai jamais aussi bien tiré de ma vie.